c'est un peu, on commence la journée avec le dessert. C'est un peu la cerise sur le sundae des 5 rencontres précédentes que nous avons eues ensemble. Ce matin, c'est des grands joueurs qu'on connaît du Québec et c'est également un projet qui va être assez spectaculaire avec les images que vous allez pouvoir voir tantôt. Mais tout ça va être laissé à la chance et à la participation des conférenciers et animateurs qui vous seront présentés tantôt. Moi, ma job, vous le savez, c'est de vous remercier puis de souligner la participation des gens qui ont contribué au succès. Je suis Martin Goujon, je suis directeur du créneau d'excellence bâtiment vert et intelligent. Et la chance d'être ici ce matin s'est construite grâce à la collaboration d'acteurs. Certains ont défilé comme conférenciers et d'autres ont apporté un grain de sel énorme pour garantir le succès. Il y a eu Guy Poirier de BIM Québec qui est avec nous dans l'organisation, Guy Paquin de la SQI. Nous avions M. Luc Gélicoeur de CIMA+, Mme Ivanka Lardenova de l'ETS, Alexandra Masson de Québec International, ma collègue et moi-même, qui avons eu la chance de préparer cette programmation. Et en coulisses, ceux qui font que ça fonctionne, il y a Jean-Philippe Martin, Marie-Josée Schenck, Denis Beauchemin et Karine Dehaulin. Plusieurs vous ont même envoyé des correspondances. Vous savez, les partenaires, c'est ceux qui prennent la parole, mais les partenaires, c'est ceux aussi qui soutiennent l'activité. J'aimerais souligner l'appui de CIMA+ et de Régulvar, connus dans la région sous les visages respectifs de Luc Gélicoeur et de Michel Cochrane. Également, et sans eux, là, vraiment, on ne serait pas là, c'est Raymond Chabot-Grant Thornton, qui agit comme le grand partenaire de cette série qui se termine ce matin, et oui, avec notre maître de cérémonie habituel, Ghislain Cadieux, associé conseil en management, à qui que je remercie d'abord, puis à qui je cède la parole. Merci à vous autres, bon matin, super bonne conférence. Merci beaucoup, Martin. Bon matin à tous. Alors, ça a été vraiment une belle aventure d'être avec vous pendant ces 6 semaines. Donc, très content de vous retrouver ce matin. Alors, très fier d'avoir partagé cette aventure. Vous avez également rencontré ma collègue Nancy Jalbert, associée dans le groupe. Donc, vraiment, ça a été une incursion dans le domaine de la construction des plus intéressantes pour nous. Le fait de nous voir tous réunis depuis les dernières semaines montre la volonté et la détermination des entrepreneurs, des dirigeants, des employés de notre région à créer le changement, à performer et à se dépasser. Il vous faut être visionnaire, passionné, tenace et discipliné pour suivre et mener à bien votre mission comme vous le faites alors que le secteur de la construction est en pleine transformation. Vous conviendrez avec moi que la tenue de ces conférences mettant en lumière l'excellence et le dynamisme des entrepreneurs talentueux est en soi très inspirant. Inspirant car le Québec et notre région regorgent de talents que nous avons le privilège d'accompagner et de côtoyer au sein de la société Raymond Chabot Grant Thornton. Voilà pourquoi, en tant que conseiller d'affaires et à titre de partenaire de Québec International et particulièrement Québec Numérique, Raymond Chabot est heureuse d'encourager l'audace et le génie créatif qui animent les entreprises du secteur de la construction. Notre dénominateur commun, le caractère entrepreneurial de nos clients comme celui de nos experts. Grâce à notre collaboration et à votre engagement soutenu, à vos initiatives ainsi qu'à l'excellence dont vous faites preuve dans vos secteurs d'activité respectifs, nous sommes fiers de contribuer, par le biais de notre expertise en transformation numérique et technologique, à la réalisation de projets qui stimuleront l'essor économique de la région, voire au renforcement du positionnement de vos talents, ici comme ailleurs. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on a tous hâte d'entendre parler du grand projet de rehaussement de l'hôtel Germain. Pour ce faire, je vous présente nos panélistes. Alors, je débute avec M. Hugo Germain du groupe Germain. Fort d'une expérience en développement des affaires dans le commerce de détail et détenant une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's, Hugo a officiellement joint les activités de Germain Hôtel en janvier 2006. Impliqué dès le début de la création du concept HALT, Hugo a activement participé au design, à la construction, à la mise en route ainsi qu'aux opérations de la première propriété HALT et est voué à faire de cette bannière
un chef de file dans son créneau au Canada. Il a en effet occupé le poste de directeur général de l'hôtel Halte Quartier 1030 durant la première année d'exploitation. En 2009, il s'est établi à Québec et depuis, il dirige le développement hôtelier pour les 3 bannières de l'entreprise, et ce, partout au Canada. Ensuite, M. Joey Larouche d'Obrella. Joey Larouche est ingénieur ayant plus de 20 années d'expérience internationale. Président et cofondateur de 3L Innogénie et Obrella depuis 2009. Il était auparavant chef concept avancé et membre du comité d'orientation de produits chez BRP et a été directeur général chez Paco Spiralift, une PME exportatrice de systèmes de levage brevetés. Il a œuvré dans des projets de développement de produits et d'innovation dans de multiples industries et sur tous les continents. Il se concentre aujourd'hui à créer le prochain paradigme de la construction en hauteur. Je suis désolé, je n'ai pas reçu la description professionnelle de Pierre Mireski de Lemay, architecte. Je viens juste de m'en rendre compte. Je suis 100% désolé, Pierre. On fera un retour à la fin. Je m'en excuse profondément. Alors, messieurs, je vous inviterai à allumer vos caméras et peut-être, Hugo, à nous faire une brève description de la genèse du projet avant de passer le micro à Joey là, pour une première diffusion. Alors, merci beaucoup, Ghislain. Merci pour l'introduction. Merci à tous d'être présents ce matin. Alors, Hugo Germain des Hôtels Germain, Halte et Escade. Alors, effectivement, là, on a eu l'opportunité de préparer la présentation aujourd'hui autour d'un projet qui est vraiment innovateur. C'est un projet qu'on a commencé à penser là, au courant des années 2014, 2015, 2016 pour un hôtel qui a été notre troisième. En fait, l'organisation en tant que telle, le Germain Hôtel, étant dans le business des hôtels depuis 1988. Et l'Hôtel de Montréal était le premier du groupe à sortir de la région de Québec. Et donc, c'était un hôtel, c'est une conversion de bâtiment qui avait été faite en collaboration avec Lemay Michaud, Viateur Michaud, qui avait été l'architecte du projet initialement. Et puis, on parlait d'une bâtisse à bureau, finalement, qui avait été construite dans les années 60, qui avait un caractère particulier, qui était très, très bien situé et tout ça. Et cet hôtel-là, pour nous, c'était important parce que ça a été vraiment dans les précurseurs des hôtels boutiques. Puis ça a été vraiment l'hôtel qui a fait en sorte qu'on est parti sur une certaine tangente. On a réussi à se créer un nom au Canada. Alors, Montréal a été le tremplin vers Toronto et tout ça. Et puis donc, après, on parlait des travaux initiaux qui ont été faits en 1999. L'hôtel, en 2015, avait à peu près 15-16 ans. À l'époque, on attendait certains timings adéquats là, pour nous de faire les travaux et tout ça, parce que c'était quand même important. Mais il reste qu'on était prêt pour un rafraîchissement des lieux, puis éventuellement, on envisageait un agrandissement de l'hôtel. Et donc, à travers cette planification-là, éventuellement, on a eu une discussion avec les gens de Lemay Michaud qui se trouvent être nos architectes dans pratiquement tous nos projets. Et avec un peu le brainstorm qui a été fait au niveau du design puis l'idéation qui a été amenée, on a commencé à penser à peut-être éventuellement rehausser la bâtisse. Alors, donc, il y avait le bâtiment existant, on avait 101 chambres, puis on se disait que ça serait le fun, étant donné la localisation, de venir ajouter du volume. Puis Pierre, en passant, tu bonifieras s'il y a quelque chose que tu juges que j'oublie. Puis, donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait, en brainstormant, le timing était vraiment intéressant parce que c'est là que je vais vous introduire un petit peu Joey. C'est que Joey, avec Obrella, eux, étaient aussi une entreprise qui faisait du démarchage. Puis, entre autres, nous ont contactés à un moment donné pour voir si on ne pouvait pas faire des affaires ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Québec il y a quelques années de cela pour étudier le potentiel de travailler ensemble sur des projets. Et tout bonnement, on avait le projet de Montréal qui se dessinait, puis on s'est dit, peut-être ce serait pas mauvaise idée de considérer Obrella compte tenu des contraintes qu'on avait sur le site, parce que c'est une bâtisse qui est prise entre les bâtiments. On est construit sur la ligne de l'eau.
Et donc, c'est des contraintes particulières. Et on est évalué, dans le fond, suivant la présentation de Joey, utiliser cette compagnie-là parce que ça nous permettrait possiblement de rehausser la bâtisse dans les contraintes qu'on avait sur place. Alors, Pierre, peut-être, je ne sais pas si j'oublie des choses, mais avant de peut-être laisser la parole à Joey, peut-être que l'introduction n'est pas complète, là, mais ça vous donne un petit peu comment le projet a démarré. Et naturellement, ben là, on va vous parler un petit peu ce matin de la beauté de la technologie. On va vous parler aussi des contraintes, des défis qu'on a eus, tout ça. Mais somme toute, c'est un très beau succès. Si on regarde l'hôtel aujourd'hui, un hôtel qui est ouvert depuis maintenant, ouvert depuis 2019. Il y a eu certains défis depuis le début de l'année, mais il reste que l'hôtel est ouvert puis les gens apprécient beaucoup le visiter. Alors, Pierre? Juste ajouter un bonjour à tous, Pierre Mercier, Lemay Michaud. Lemay Michaud, et non Lemay, là, M. Cadieux, là, je sais qu'on se... En fait, là, tout le monde fait l'erreur, là, mais c'est notre grand compétiteur. Désolé, vraiment. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que, en fait, c'est ça, comme tu disais, Hugo, comme le bâtiment est situé sur la ligne 0, là, donc il est sur la ligne de l'eau de 3 côtés sur 4. Donc, un des défis, puis c'est au niveau de la ville, c'était un projet qui a eu beaucoup d'enjeux. Ça a pris, comme tu le disais, là, ça a pris, je dirais, quelques années pour avoir les permis pour pouvoir commencer à construire le projet. Donc, la solution que Joey va vous présenter était vraiment parfaitement adaptée à ce genre de projet où, justement, on était tellement coincés de tous les côtés pour pouvoir construire que cette solution-là était extrêmement intéressante parce qu'elle nous permettait justement de ne pas avoir du tout d'occupation du domaine public là, ailleurs qu'en façade là, pour des raisons évidentes. Là, mais c'était assez innovant justement comme façon de s'installer sans occuper quoi que ce soit en dehors de notre champ de travail. Donc, Joey, on va te laisser expliquer aux gens là, la magie de ton système. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour la superbe introduction. Je vais profiter pour bonifier un peu le premier discours de Hugo pour souligner le fait que le groupe Germain a vraiment fait preuve d'une innovation, d'un niveau d'innovation tout à fait particulier dans le secteur de la construction. La construction, c'est une industrie conservatrice, malgré que les gens utilisent le mot innovation sur une base quotidienne. Le groupe Germain a vraiment fait preuve d'un niveau particulier ici. Notre définition, nous, chez Obrella, de innover, c'est de se lancer dans une démarche dans laquelle on croit, accepter de changer les choses pour essayer de les faire mieux, mais de rentrer dans un processus où le résultat est un peu incertain et d'accepter ces défis-là. On a des clients, on a de plus en plus de clients maintenant qui sont prêts à se mettre dans ce mode de travail-là. Mais je dirais que je tiens à souligner ce matin que le groupe Germain a vraiment été pionnier à ce niveau-là. Sans plus tarder, moi, je vais couvrir vraiment plus la partie Obrella. Je vais essayer de vous en parler de façon plus générale. J'invite Hugo et Pierre à intervenir et ajouter. J'ai quelques photos que je vais vous présenter sur le projet pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je vais partager mon écran. Faites-moi signe de la tête si ça fonctionne, s'il vous plaît. Parfait. Donc, la technologie Obrella a été créée. En fait, on a fondé l'entreprise autour de 2010 avec 3 défis principaux. Je m'excuse, il y a des diapositives qui sont en anglais. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait des gens anglophones à la présentation ce matin. On fait des présentations un peu partout. Donc, je m'excuse pour les diapositives qui sont restées en anglais, mais je vais faire toute la présentation en français. Quand on a créé Obrella, 3 défis donc, principaux qu'on veut adresser, notamment la pollution. La construction pollue énormément et c'est des choses qu'on veut améliorer en prenant moins de matériaux. On veut travailler sur la productivité, on veut travailler sur la sécurité. C'était 3 éléments qui étaient importants dans le cadre du projet. Il faut comprendre que les projets de rehausse sont de plus en plus envisagés
on doit, dans l'espace d'une seule génération, doubler tout ce qui est construit sur la planète pour être capable de loger tout le monde et rencontrer tous les besoins. Les projets de rehausse sont donc de plus en plus en vue, envisagés pour des raisons de pollution, mais de densité urbaine qu'on doit adresser. Comment ça fonctionne, le système Umbrella? C'est composé de différents éléments. Premièrement, on commence par la toiture. Donc, dans le cadre du projet ici, on a ajouté une nouvelle toiture à laquelle on a ancré un mur de protection avec une passerelle de travail périphérique. On remplace la grue à tour par des plateformes de transport et on équipe le toit d'un système de levage pour être capable de soulever la toiture au fur et à mesure que la construction progresse. Donc, c'est ces composantes-là qui ont été utilisées sur le projet de l'Hôtel Germain. La technologie Umbrella a été utilisée pour la première fois en 2015-2016 pour la construction d'un petit immeuble de 10 étages sur le boulevard René-Lévesque. C'était un prototype grandeur réelle, si je peux me permettre. Donc, pour nous, de commencer avec un projet de rehausse, c'était pour nous le deuxième projet, donc un défi quand même substantiel de reprendre le même principe de ce qui avait été utilisé sur le Rubik, mais au lieu de commencer au sol, de commencer sur le 17e étage d'un bâtiment existant, c'était un bon défi qu'on a accepté de relever et qu'on est très content d'avoir fait aujourd'hui. Les défis à l'époque qui nous avaient été présentés ou notre interprétation de pourquoi la technologie Umbrella était particulièrement intéressante dans ce projet-là, ben, on l'a mentionné plus tôt, c'est une construction sur les lignes de l'eau. Donc, il y a des voisins de chaque côté, un centre de congrès, restaurant, hôtel, édifice à bureaux. Donc, un mix urbain très serré. Il y avait des défis d'occupation publique. La piste cyclable la plus occupée à travers le Canada avait été déviée juste sur le coin de l'hôtel. Et c'était impossible d'avoir des permis d'occupation publique pour fermer la rue Mansfield plus que le week-end. Donc, envisager un projet de cette envergure-là en fermant la rue juste le week-end, c'était pas possible. Et Umbrella offrait cette possibilité-là de pouvoir faire la construction sans fermer les rues. Toutes les questions de nuisance, de permis, les contraintes par rapport à la météo, la qualité de construction, les charges appliquées sur le bâtiment existant, c'est tous des défis que nous, on était prêts à relever. J'ai une vidéo qui parle bien du projet, qui implique Marie-Pierre et Christiane. Ghislain, si tu es d'accord, je partirai cette vidéo-là à ce moment-ci. Joey, on n'a pas la vidéo. Je pense qu'il faut que tu nous repartages ton écran avec la vidéo. Pardon. Pas de problème. Vous faites des filles à mes... Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Désolé, je repars la vidéo. On n'a pas le son, par contre. Il n'y a pas le son. C'est pas... Est-ce que le son est essentiel? Est-ce qu'il y a des explications? Ben, il y a une belle description, mais je peux faire peut-être une Sinon, vidéo description live. Oui, c'est ça. Donc, vidéo commentée. Ce que le groupe Germain explique sur cette vidéo-là, c'est donc le concept de
d'ajouter une nouvelle toiture sur le bâtiment existant et qu'on soulève le toit pour ajouter tous les nouveaux planchers. Là, on voit des travailleurs. Éric Capril explique qu'il y avait des défis au niveau des permis d'occupation publique et que ça a été une raison déterminante du choix d'aller avec Umbrella, notamment à cause de la réduction de l'occupation de la rue. Je décris dans la vidéo à ce moment-là qu'il y a des gens qui sont venus de tous les continents pour voir le projet. Les gens du ministère de l'Exportation et de l'Innovation supportent l'initiative Umbrella et donc il y a des gens qui sont venus de partout sur la planète. Le mieux, ce serait peut-être d'envoyer le lien parce que j'essaie de faire la traduction en même temps. Je vais partager le lien dans le chat. Marie-Pierre vient de mentionner qu'on s'apprête à faire la levée. Donc là, ce que vous voyez sur les images, c'est la levée comme telle. Donc à ce moment-là, quand on soulève, il y a 14 cylindres de 10 tonnes qui soulèvent le nouveau plancher et la toiture en même temps. Les images accélérées de la levée pendant le tournage. On voit donc l'abri périphérique, les câbles qui servent à aligner le tout pendant qu'on soulève. Le revêtement de l'abri est fait en polycarbonate et ça permet d'abriter le chantier pendant toute la construction. La levée est terminée, tout le monde est content. C'est une vidéo qui a été tournée lors de la dernière levée, donc c'était un peu comme une cérémonie topping off, comme on dit. Donc, tout le monde était très content de pouvoir terminer le projet. Je vous invite vraiment, c'est une super vidéo, travail extrêmement professionnel des gens du groupe Germain, donc je vous invite à consulter ça. Wow, vraiment, c'est vraiment très fantastique de voir ça. On ira voir ça assurément. Joey, merci pour le partage. J'ai eu la chance de vous parler 2-3 minutes avant le début de la conférence, puis j'ai été impressionné par l'amitié ou la complicité qui vous habite, messieurs. Peut-être juste un mot sur l'importance avant de tomber plus dans les défis technologiques et numériques, là, le défi du travail d'équipe entre vos trois organisations. On a le client, deux fournisseurs. L'importance dans le succès d'une opération comme celle-là, du travail d'équipe. Peut-être juste 2 mots là-dessus. Pierre, peut-être? Tu sais, ce que je pourrais dire, c'est que c'est certain que comme tu le mentionnes, dans un projet comme celui-ci, ce qui est très important, c'est la cohésion entre tous les intervenants, la cohésion parfaite. Évidemment, nous, avec le groupe Germain, ça fait je ne sais pas combien, ça fait plus de 20, plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. Moi-même, j'ai commencé là, en 98, c'était mon premier projet. Lorsque j'étais un tout jeune étudiant sorti de l'école, on a commencé à travailler sur l'hôtel original. Donc, c'est certain qu'il y a une chimie qui est installée et qui aide à vraiment à développer un projet comme ça. Puis aussi, et là, tu sais, c'est drôle que Joey montre cette image-là, justement, de modélisation 3D, parce qu'il doit y avoir une chimie aussi technologique entre les différents intervenants. Puis dans ce cas-ci, évidemment, là, on a travaillé sur Revit, ce projet, mais ce que je trouve très, très important dans l'image que Joey nous montre, c'était à quel point, pour ce projet-ci en particulier, il a fallu modéliser le projet dans ses plus moindres détails. On est allé jusqu'à dessiner justement la forme des colonnes et des poutres, les plaques, etc. C'était dans un degré de détail jamais, en fait, de ma pratique, jamais réalisé auparavant, pour la simple et bonne raison qu'aucune erreur n'était possible dans ce projet-là. Le système, tout devait être préfabriqué. Donc, on en a parlé lors de notre discussion
hors d'onde, là, où on se rappelait à quel point tous les éléments devaient être préfabriqués d'une façon juste et que toute forme de modification sur place était presque impossible. Donc, que ce soit les panneaux métalliques, les fenêtres, etc., tout devait être, même n'importe quel trim, etc., pièces d'assemblage devaient être bien dessinées. Parce qu'une fois installé par ce système, en fait, une fois que le système avait monté jusqu'à un certain temps, il ne pouvait plus redescendre en bas pour corriger les erreurs. Donc, il fallait vraiment que ce soit adéquat. Je ne sais pas, Joey, si tu veux parler un peu plus loin là, d'autres éléments qui ont justement des cas spécifiques. On avait sorti des photos là, où on voyait à quel point on est allé loin dans la modélisation avec ton équipe, là, Joey, puis la nôtre, là, puis les ingénieurs structure, etc., où l'équipe a joué à modéliser tout le système de levage. Nous, on a modélisé en parallèle la maquette du projet, évidemment, et on s'est assuré que les deux là, fonctionnaient au millimètre près pour que ce soit cohérent et que ça fonctionne bien. Oui, mais si je peux renchérir sur la collaboration, vous savez, quand on commence un projet, des fois, on ne connaît pas les gens qui forment l'équipe. On se fait confiance un peu au début, mais le succès du projet dépend vraiment beaucoup de la bonne cohésion, encore plus dans un projet de cette complexité-là. Je nous considère chanceux qu'on ait pu élever le niveau de collaboration à un niveau suffisant pour être capable d'avoir du succès. La communication dans un projet de rehausse, on travaille avec un bâtiment existant qui souvent est moins bien documenté parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait moins de dessins cadres, il n'y avait pas de 3D du tout. Par contre, ça permet, tous les outils numériques d'aujourd'hui facilitent cette communication-là de l'information technique. Hugo l'a mentionné, c'est une construction où on était directement sur la ligne de l'eau. Extrêmement serré pour vraiment optimiser la superficie du bâtiment. Je me souviens dans des rencontres où on a parlé de déplacer les plaques de connexion, mettre les boulons à l'envers pour mettre l'écrou vers l'intérieur et la tête vers l'extérieur parce que la tête était moins épaisse que l'écrou. C'est vraiment, on est rentré dans un niveau de détail vraiment particulier là, pour être capable de faire arriver les choses. L'écrou dépassait la ligne de l'eau. C'est aussi il dépassait de quelques millimètres la ligne de l'eau, fait qu'on a décidé de les inverser puis on les avait modélisés là, pour s'assurer que ça rentre à l'intérieur du... Tu sais, quand tu es rendu dans ce degré de détail-là, c'est que vraiment... Là, tous les détails sont très, très importants. Il ne faut pas assez d'honoraires sur le projet. J'ai des images, donc, pour renchérir sur l'importance de bien communiquer, de servir de tous les outils, de toutes les technologies possibles. On vient s'installer sur un 17e étage. Sur les images à gauche, vous voyez la proximité avec les bâtiments voisins. On arrive avec des composantes qui sont substantielles et des équipements de grande capacité. Et là, on vient s'ancrer sur un bâtiment existant avec une précision. Vous voyez dans la photo en bas à gauche la position de la colonne sur le bâtiment existant. Là, pensez qu'il faut rajouter le revêtement. Donc, toutes les plaques d'ancrage, tous les boulons, toutes les dimensions de poutres. On ne peut pas se permettre d'avoir une surprise, dire, là, on a une poutre qui est un peu plus grosse que ce qu'on pensait. Donc, le niveau de collaboration, pour revenir à ta question, Ghislain, était vraiment très, très, très élevé. L'utilisation de tout ce qui est numérique, de modélisation 3D, a été absolument cruciale pour le... Donc, ça va jusqu'aux fournisseurs de matériaux, là, les fabricants de poutres et tout ça. Là, ça prenait, là, à travers la chaîne de valeur, une cohésion là, 100%. Là. Toute la chaîne au complet a été sollicitée pour déployer tous les outils numériques qui sont à disposition sur le marché présentement. Tout le monde a été sollicité pour embarquer dans cette démarche-là pour s'assurer que le processus de communication de toutes les informations techniques soit sans faille, dans la mesure du possible. Ça n'existe pas des projets sans faille. Et des projets de rehausse comme ça, il faut que les gens fassent preuve de créativité parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc, il faut
Ça prend une équipe créative, ça prend quelqu'un qui se met en mode solution dès qu'on rencontre une situation malgré tous les bons outils, malgré toute la communication, il arrive quelque chose d'imprévu. Je peux rajouter quelque chose, Joey, là. Je ne sais pas si tu comptes en parler plus tard, là, mais ce qui est important dans un projet de Reos aussi, ou ce qui est particulier dans un projet de Reos, puis tiens, regarde cette image-là, le montre bien, là, d'ailleurs. On dirait qu'on s'est pratiqué avant. C'est la rapidité avec laquelle ça monte. En fait, ça, c'est un élément aussi le particulier, c'est que ça permet une érection de bâtiment qui est relativement rapide, ce qui, encore une fois, le renforce le point de dire que tous les éléments doivent être bien préparés, etc. Parce qu'une fois sur place, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je crois que ça a duré, là, construire les 6 étages plus le toit, ça a duré 6 mois peut-être, mais 4 mois, 5 mois? L'installation a été plus longue que prévu. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a eu quelques petits imprévus. On était en conditions hivernales. Donc, l'installation a pris plus de 2 mois, presque 3. Mais on a fait notre première levée en mars et on a fait notre dernière levée en juin. Donc, une fois que le système était en place, le processus pour ajouter les 6 étages a pris environ 3 mois. C'est presque ce qui était prévu. On avait un temps de cycle de 12 à 13 jours. Donc, 12 à 13 jours pour ajouter un étage, pas juste au niveau de la structure, mais le mur extérieur aussi. Donc, le processus de construction s'est déroulé presque comme prévu, à 1 ou 2 journées d'écart par étage sur notre temps de cycle. Parce qu'il faut le dire, Joey, vous autres, c'était votre... C'était officiel. C'était votre deuxième projet, je pense. C'est quelque chose... Le premier que vous aviez fait, vous partiez du sol. Là, oui. Comme tu disais, tu partais du 17e étage. Fait que c'est sûr que le setup de toute l'installation puis le kit, c'est ça qui a été plus long. Mais quand c'est parti, cette affaire-là, c'était vraiment impressionnant à voir lever. Les autres, on a travaillé dans le passé d'autres projets qui étaient intéressants. On a fait du modulaire, on a fait plein de choses, mais ce volet-là, le volet de la rehausse comme ça, avec votre système, c'était vraiment spectaculaire. Quand on a été seté, là, chapeau là-dessus, là, c'était sharp. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que justement ce que tu montres là, l'espèce d'abri qui était construit tout autour de l'enveloppe, puis qui suivait l'érection de l'enveloppe. Pour nous, c'était... pour nous, puis surtout les travailleurs, c'était un bonbon, c'était un bijou à travailler. C'est-à-dire que même en conditions d'hiver, une fois à l'intérieur de l'abri, on pouvait être en T-shirt. Puis, et aussi, justement, comme le dit Hugo, on est au 17e étage jusqu'au 25e, bientôt au 23e étage, peu importe. Là. Donc, on est en porte-à-faux. Pourtant, on est à 2 pieds de l'enveloppe. On n'a pas monté dans des fracos, dans des swing stages pour aller faire des inspections, etc. Donc, les travailleurs non plus. Donc, c'est un degré de confort de travail là, qui est absolument incroyable là, pour l'équipe sur place, l'équipe Germain et pour tout le monde. Là. Donc, ça, c'était un grand avantage. Ça, je crois, là, pour l'avoir vécu toutes sortes de chantiers, que ça garantit une qualité d'enveloppe très supérieure à ce qu'on aurait pu voir dans une construction conventionnelle sur un chantier avec ces paramètres-là. Oui, Ghislain, vas-y. J'aurais le goût de poser une question. Au niveau des éléments de santé, sécurité, dans ce contexte d'innovation-là, est-ce que c'est quelque chose qui a une omniprésence différente de différents types d'autres chantiers ou c'est le même genre ça transforme beaucoup les risques sur le chantier. Il y a des opérations qui sont critiques au moment de l'installation. Si je reviens sur les photos, là, vous allez me permettre de revenir en arrière. J'ai mis cette photo-là. Là, toutes les composantes qu'on voit sur la photo du centre présentement, c'est des composantes qui ont été installées avec une grue araignée. Bon, déjà là, le fait de travailler avec une grue araignée sur le toit d'un bâtiment existant, ça demande des revues par des ingénieurs en structure. Ça demande des procédures de travail qui sont rigides, qui sont très rigoureuses. Les gens du groupe Germain nous rappelaient toujours rigueur, rigueur, rigueur. Ils ont accompagné dans cette démarche-là
rigueur qui est absolument essentielle dans un projet comme ça. Vous voyez, là, il y a des nouveaux risques qui apparaissent, qui sont surtout au moment de l'installation du système. Imaginez les ouvriers qui doivent aller poser toutes les plateformes d'échafaudage sur les supports noirs qu'on voit sur la photo du centre. Tout devait être attaché. Chaque morceau qui était au-dessus du vide était attaché pendant l'installation. Donc, des nouveaux risques qui sont là pendant qu'on installe le système. Et si je vais un petit peu plus loin, des risques qui sont largement amoindris une fois que le système est en place parce que les ouvriers travaillent sur une plateforme. Le chantier est complètement contenu. Donc, le risque de chute d'objets, le risque de chute de personnes est très, très, très réduit une fois que le système est en place. Donc, pour nous, c'est un argument, c'est une priorité. On veut rendre les chantiers plus sécuritaires. Les chantiers en ville sont de plus en plus complexes. Il va y avoir de plus en plus de projets de rehausse ou des projets en ville sur la ligne de l'eau. Plus les terrains sont petits, plus la ville est dense, plus les chantiers sont risqués. Donc, le système Umbrella est là, entre autres, pour adresser les risques associés à ces projets-là. La construction conventionnelle, quand on transporte du matériel par-dessus les rues, par-dessus les voisins, bien, il arrive qu'il y ait des chutes d'objets et à chaque fois qu'il y a une chute d'objets, c'est un risque. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, regardez les deux images du centre de la photo, de l'image de la diapo de Joey. On n'a pas l'impression, on est en ce moment, je ne sais pas moi, au 20e étage, au 21e étage, on peut s'imaginer qu'à l'extérieur, il y a une tempête de neige, comme c'est arrivé souvent le cas cet hiver, c'est un hiver assez costaud. Là. Et on voit les gens qui sont protégés des intempéries, protégés du vent. On voit qu'ils ont un accès, un accès facile à toutes les composantes de l'enveloppe. Donc, c'est comme disait Joey, une fois l'espèce d'abri de protection installé, c'est pour la qualité de l'ouvrage, c'est absolument inégalé là, comme condition de travail. Là. Donc, ça, pour nous, c'était un grand sentiment de sécurité. Ça sécurisait beaucoup là, le fait de savoir qu'on aurait un chantier de qualité parce que, comme on l'a dit auparavant, il ne faut pas oublier qu'on a un bâtiment de 17 étages en dessous qui est terminé. Donc, faire un rehaussement là, de 6 étages par-dessus une ville qui est terminée, là, qui est en fonctionnement, c'était un défi de taille. J'ai une petite... oui, je te laisse aller. Si tu voulais compléter, là, j'irai avec ma question par la suite, Joey. J'ai une petite vidéo qui montre la séquence du mur intérieur, en fait, du mur extérieur, qui est fait de l'intérieur. Je ne sais pas si on est OK dans le temps, mais on pourrait peut-être montrer cette vidéo-là d'une minute additionnelle. Je ne ferai pas de narration cette fois-ci, je vais la laisser jouer. OK, pour la vidéo, pas de problème, on est dans les temps. OK. Est-ce qu'on voit la vidéo? Oui. Oui. Facile. Facile. Oui, ça a toujours l'air facile sur une vidéo d'1 minute comme ça. Tous les problèmes, tous les défis qu'on a eus sont tous coupés au montage de toute façon.
Ah, c'est bon, ça faisait partie du deal. Il faut que je revienne. Après ça, là, la prochaine étape, on vous fait écouter tous les appels conférences, on vous montre tous les emails, toutes les. J'avais peut-être une autre question. On a parlé brièvement tout à l'heure de la chaîne de valeur, là. Et ça me fait penser à tous les fournisseurs qu'il y a autour. Quand on est rendu à un niveau de sophistication aussi élevé, la qualification des fournisseurs, ça doit mettre une pression à la hausse un peu sur la chaîne d'approvisionnement, là, de pouvoir accepter tous ces défis technologiques-là, et aussi de pouvoir utiliser ce data-là là, que vous avez utilisé, les niveaux de précision. J'aimerais ça vous entendre parce que les chaînes de valeur, et encore plus actuellement, là, sont souvent mises à rude épreuve. Je serais intéressé de vous entendre comment la chaîne suit actuellement. J'ai manqué le début de la question. J'avais le vidéo qui jouait dans mes écouteurs en même temps. Là, j'ai eu un petit défi. Pas de souci. Peut-être que je peux commencer à répondre dans ce cas-là, Joey. Ce que Ghislaine demandait, c'était justement là, comment est-ce que ce niveau, ce degré de précision là, qui doit être si important, quelle pression ça met sur tous les fournisseurs. Mais moi, je voudrais dire que ça en met beaucoup là, en fait, sur les fournisseurs, mais comme on l'a dit au début, c'est que ça force tout le monde à faire un travail sans erreur. C'est-à-dire que c'est facile à dire comme ça, là, puis vous allez me dire, ben, ça devrait être comme ça sur tous les chantiers, mais on a moins d'éléments où on peut avoir du jeu, en fait. À chaque fois qu'on fait un détail, on sait qu'il peut y avoir un peu de jeu ici et là. Puis comme disait Joey, des fois, sur place, on va faire des ajustements. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus difficile. Donc, il a fallu prévoir là, justement certains, là, les 4 coins du bâtiment. Il y avait des détails là, qui nous permettaient d'avoir un certain petit degré de jeu au cas où qu'il y aurait des éléments qui sont tout à fait dimensionnés tel que demandé. Mais au niveau, tu sais, je me rappelle, Hugo, là, que ton père nous avait demandé d'aller chez les SAR, là, tu sais, d'aller vérifier nous-mêmes là, la dimension des fenêtres, etc. On était allé là-bas, on les avait toutes mesurées, etc., pour nous assurer là, que c'était les dimensions des panneaux préfabriqués étaient exactement de la dimension là, qui avait été demandée, puis qu'une fois livré sur place, bien, ça serait un fit parfait. Donc, c'était vraiment, au niveau des fournisseurs, c'était vérifier beaucoup plus qu'à l'habitude que ce qu'on fournit, ce qu'on dessine, puis que les détails qu'on a dessinés vont être parfaitement, là, justement, en concordance avec ce qui est demandé. Là. Oui, si je peux me permettre de renchérir, l'industrie de la construction n'est pas habituée. La chaîne d'approvisionnement n'est pas habituée à ce niveau de précision-là. Dans la construction conventionnelle, il y a un premier sous-traitant qui fait une première étape de travail, puis l'autre sous-traitant qui suit vient mesurer le travail du précédent avant de faire son propre travail à lui. Dans un projet Umbrella, comme dans un projet modulaire ou préfabriqué, ben, tous les éléments doivent être sont préfabriqués, donc sont prédimensionnés, et on doit s'assurer que l'assemblage va fonctionner. Donc, on amène des principes manufacturiers dans une industrie qui n'est pas habituée de travailler comme ça, mais il faut mettre des tolérances sur les mesures, il faut prévoir des endroits pour ajuster. Ça, c'est des choses qu'on doit accompagner des sous-traitants conventionnels dans cette démarche-là. On doit penser pour eux à ce qui peut arriver de pas correct. Par contre, c'est quand même assez répandu dans le secteur manufacturier. Puis, ça ne fait pas de sens qu'on ne soit pas capable de le faire dans la construction si toutes les autres industries peuvent le faire. Donc, c'est des principes qu'on prend dans d'autres industries qu'on ramène dans le secteur de la construction. Et ça ne ferait pas de bon sens de faire des automobiles et dire que le fournisseur de la porte attend de voir c'est quoi la dimension du trou pour être capable de faire la porte. Mais c'est ça qu'on fait dans la construction et c'est ça qu'il faut améliorer, je pense. Et toutes les entreprises qui travaillent vers la préfabrication, vers le modulaire, comme Umbrella, ont besoin de régler tous ces défis-là. Merci beaucoup. Hugo,
en introduction, Joey a parlé un peu d'innovation, puis comment le groupe Germain a été précurseur dans sa vision et dans sa capacité d'avoir confiance. Donc, je serais curieux de t'entendre nous parler d'accepter de travailler dans un contexte avec un niveau d'incertitude. Comment ça se vit comme gestion? Pardon? Je pense que vous êtes habitué, Hugo. Non, mais en fait, l'incertitude, mais à un moment donné, c'est pas de l'insouciance non plus, dans le sens que on aime ça, c'est sûr qu'on aime ça pousser l'enveloppe un petit peu. Puis dans nos produits, on essaie de se démarquer, on essaie de trouver des façons d'être plus efficaces. Avec le temps, on a réalisé quand même, là, on a 18 hôtels au pays. Alors, la majorité d'entre eux, on les a construits. On a appris de nos erreurs. Puis des fois, on s'est questionné sur des façons d'être plus efficaces. Puis des fois, en fait, c'est un peu de naïveté parce que quand tu fais de l'innovation comme ça, souvent, quand tu as des concepts qui sont relativement récents, que ce soit le modulaire, que ce soit le rehaussement comme le produit de Joey, ça vient avec ses embûches, ça vient avec ses défis. Puis souvent, des fois, on fait des apprentissages qu'on ne ferait pas si on était le 10e à l'avoir fait. Mais je pense qu'à un moment donné, là-dedans aussi, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut travailler, je pense, s'assurer de travailler avec les bonnes personnes. Puis, tu sais, je pense que ça fait le lien avec un peu la question tout à l'heure par rapport à la synergie d'équipe. C'est quand tu travailles avec du bon monde qui veulent que ça fonctionne, des gens qui ont l'esprit de trouver des solutions, puis malgré les embûches, vont être capables de pouvoir être en mode solution finalement, puisque la réalité, c'est qu'on peut regarder le vidéo et on se dit que ça a l'air facile, puis ça va bien, puis tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y en a eu là, des enjeux, puis des moments probablement où Joey a mal dormi, puis nous autres, on a mal dormi, puis Pierre a mal dormi aussi, mais l'important là-dedans, après ça, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour construire là-dessus puis faire quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, le projet en tant que tel, à Montréal, c'est une chose. On a fait 2 hôtels, nous autres, en modulaire, qui étaient des chambres produites à 100% à l'extérieur du pays, là, parce que c'était des chambres qui étaient manufacturées en Pologne à l'époque. Et puis, on faisait venir de Pologne pour installer à Saint-Jean-Terre-Neuve et à Calgary, étant donné que c'était des marchés qui avaient des contraintes de construction qui étaient importantes. Alors, pour nous autres, c'était une façon de trouver une solution à remédier finalement à certains enjeux qu'on pouvait avoir dans le marché local. Ça s'est avéré des projets qui étaient difficiles, mais est-ce que ça aurait été possible de faire ces projets-là sans ces solutions innovatrices-là? On se le demande. C'est toujours facile par après de dire « Ah, on aurait dû le construire de façon conventionnelle ». Mais en même temps, des fois, ça nous ouvre des portes, puis ça nous permet de faire des projets, puis de réaliser des projets qui sont ambitieux. Puis à la fin de la journée, quand on regarde les résultats que ça donne, je pense que ça en vaut la chandelle. Ouais. On parle de défis. Je peux peut-être ouvrir une petite parenthèse, donner un exemple sur le projet de l'hôtel. Sur la photo de gauche, j'ai l'air choqué, là, mais je ne pense pas que je l'étais. On a eu un travail d'équipe très étroit quand on a fait notre première levée après avoir installé la nouvelle toiture, l'abri, le nouveau plancher, le système de levage. On a fait une première levée qui s'est pas avérée satisfaisante, je dirais. On n'avait pas le bon niveau de stabilité latérale. On s'est rendu compte que la façon que les ancrages avaient été préparés, c'était pas adéquat. On avait trop de flexibilité dans certains éléments de guidage. Donc, on a dû réagir quand on dit qu'il faut se mettre en mode solution. Sur la 3e photo, là, vous voyez des espèces de grosses pentures. Ça, c'est des choses qui ont été intégrées très rapidement. On a conçu, fabriqué et installé en 2 semaines des pentures qu'on a installées dans les coins de la bâtisse pour augmenter la rigidité de l'ensemble de la structure pendant la levée et créer un lien mécanique entre la partie mobile, qui est supérieure, et la partie fixe, qui est la partie permanente en dessous, à la demande du client et de l'ingénieur en structure. On a ajouté ça, donc on a réagi rapidement à cause d'un manque de stabilité lors de la première levée. Donc, 2 semaines pour concevoir, fabriquer, installer des systèmes de peinture que moi, j'avais
déployer sur d'autres projets de levage. Donc, c'est des exemples de choses qu'il faut déployer dans des projets spéciaux. Joey, oui. Joey, excuse-moi, une question là-dessus. Justement, les pentures, est-ce que c'est devenu quelque chose qui fait partie maintenant de façon systématique de tous tes designs? C'est-tu quelque chose que tu as intégré dans ton système? Ou... C'est des choses qu'on considère maintenant comme un outil courant. On l'a dans notre coffre d'outils. Le troisième projet, ou en fait le troisième et quatrième projet qu'on fait présentement, ont le même type de peinture. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours l'utiliser. Là, présentement, on l'a sur nos projets. On a été nous-mêmes très, très satisfaits du rendement de ces équipements-là sur le projet Germain. Ça augmente beaucoup la précision de la levée, les capacités de charge de vent aussi pendant la levée. Donc, c'est un équipement qu'on a de plus maintenant dans notre coffre à outils et qu'on peut faire des projets sur mesure avec des produits standards réutilisables. Donc, quand Hugo disait, quand on sort de notre zone de confort et qu'on fait de l'innovation, mais c'est là qu'on trouve des idées qui nous donnent de l'avance après ça sur d'autres projets. Donc, je pense que d'avoir toutes mis nos têtes ensemble, sur la photo de gauche, on voit l'ingénieur en structure du client, notre ingénieur en structure à nous, notre contremaître, moi, on est en train de brainstormer, on est en train de trouver une solution à un problème sur le chantier pour être capable de respecter le calendrier ou d'être le plus efficace possible. C'est en faisant des projets spéciaux qu'on développe notre expertise, puis c'est notre expertise après ça qui est valorisée dans d'autres projets ou avec d'autres équipes ou d'autres clients. Ton micro est rouge. Merci, Joey. Je vais vous poser une question pour laquelle je devrais peut-être avoir la réponse, mais ce n'est pas dans mon département. Je me disais, les niveaux d'innovation et d'incertitude, est-ce que ça donne accès dans le secteur de la construction à des crédits R&D, ça? Parce que je sais que dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'argent disponible en R&D. Est-ce que c'est disponible pour des entreprises comme la vôtre? Oui, on a la chance de bénéficier de l'aide du gouvernement pour des crédits R&D. On a la chance de bénéficier de l'expertise de Raymond Chabot pour nous aider justement à préparer nos demandes de crédit R&D. Donc, de façon très simple, sans rentrer dans trop de détails, il y a la recherche scientifique et le développement expérimental. Nous, on tombe plutôt dans le développement expérimental parce qu'on ne cherche pas de nouvelles molécules. On déploie des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils et des nouveaux équipements. Donc, oui, dans le cadre des programmes de crédit R&D, on peut aller chercher une partie de nos dépenses extraordinaires qu'on a dans des projets d'expérimentation comme celui-là. Merci. Peut-être pour un dernier tour de roue avec vous trois, si vous aviez des conseils à nous partager suivant cette grande expérience là, sur le projet de rehaussement là, de ce bâtiment-là, lesquels seraient-ils? Je peux commencer. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. D'abord, d'un point de vue développement, je trouve ça super intéressant que les propriétaires envisagent de plus en plus des projets de rehausse. On a la mauvaise habitude, ou on a développé cette mauvaise habitude-là de dire je vais bâtir un 4 étages. Après ça, quand le zonage il change, on le démolit, on bâtit un 12. X années plus tard, quand le zonage il change, on le démolit, on bâtit un 24. Je trouve ça super intéressant que les propriétaires essayent de faire fonctionner des projets de rehausse d'un point de vue calendrier, d'un point de vue budget, d'un point de vue environnement, si on est capable de conserver ce qui est là, au lieu d'envoyer ça dans nos dépotoirs.
je trouve que c'est une avenue très intéressante. On encourage nos clients, même dans la construction neuve, à envisager faire la structure un peu plus forte pour que le bâtiment puisse grandir dans le temps, après 25 ans, 50 ans, parce que nos besoins vont changer, notre ville va changer. Et il faut penser à l'avenir. On n'aura pas plus de terrain, puis on n'aura pas plus d'espace pour mettre nos déchets plus tard. Ceci étant dit, agrandir un bâtiment existant, il faut être capable d'accepter le fait qu'il va y avoir des imprévus, qu'il va y avoir des défis techniques extraordinaires. Mais si on est prêt à les relever, bien, on augmente notre niveau d'expertise, puis on peut dupliquer cette expérience-là plus tard. Pour moi, ce serait les grands apprentissages ou les grandes leçons à tirer de ce genre de projet-là. Merci. Pierre? Moi, je voudrais peut-être rajouter un petit élément, c'est que Hugo parlait d'innovation tout à l'heure, puis évidemment, on a accompagné le groupe Germain dans les projets modulaires, on a accompagné le groupe Germain dans ce projet-là. Ce que je trouve, c'est que, c'est facile pour moi de dire ça, là, mais l'innovation fait peur, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, en Amérique du Nord, on a malheureusement peut-être pas on a une tendance assez conservatrice en construction par rapport à ce qui se fait ailleurs sur la planète, que ce soit en Europe ou en Asie. Et je crois que des fois, là, d'aller du côté justement innovant avec, là, je ne veux pas en faire une plug, mais c'est vrai, mais avec les bons outils, si on a les bons outils dans le coffre à outils, on est capable d'aller très loin. Je crois que, écoutez, chez nous, là, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années qu'on travaille avec des outils numériques, qu'on travaille avec Revit, qu'on travaille avec Planville. On ne les a jamais utilisés là, autant que dans ce projet-là. On est allé dans un degré de détail que moi, je pensais qu'il était inatteignable. Puis on a vu que on a engagé des experts BIM juste pour être capable d'avoir cette précision qu'on n'était pas capable d'avoir auparavant. Mais ça a marché. Ça a marché. Une fois mis en place, si on fait l'effort de faire les choses parfaitement et qu'on coordonne parfaitement avec ça, avec l'équipe de Joey, avec Structure, avec les différents fabricants, on est allé justement, là, comme on disait, là, à un degré de coordination extrême avec tous les sous-traitants. Bien, à ce niveau-là, il n'y en a pas eu je pense, là, Joey, de lacunes. Fait on est capable d'être aussi précis qu'ils le sont en Europe ou en Asie, là, quand on met l'effort. Merci beaucoup, Pierre. Hugo? Moi, en fait, c'est pas très sorcier. C'est que moi, dans la vie, j'ai pour mon dire que une bonne rencontre, un bon 15 minutes avec quelqu'un, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Et puis, c'est ce qu'on avait prévu ce matin-là, 30 minutes avec Joey et Jacques, parce qu'ils nous avaient contactés. On avait dit, ben, regarde, écoute, techniquement, on n'a pas besoin, mais regarde, on va le rencontrer pareil, ça a l'air intéressant. Puis regarde, quelques années plus tard, on se retrouve avec un rehaussement, un succès, puis quelque chose de le fun à montrer. Alors, comme on dit, des fois, les rencontres inopportunes ou les rencontres non planifiées peuvent mener quelque part d'intéressant. Super. Merci beaucoup, messieurs, pour ce bel échange. Est-ce qu'il y avait d'autres photos, Joey? Je m'excuse que tu aurais aimé. Bien, c'était les dernières photos pour le résultat final parce qu'on travaille fort pour faire quelque chose qui va créer de l'émotion à la fin. On déploie beaucoup d'ardeur au travail, d'énergie. Puis à la fin, c'est extrêmement gratifiant de voir le résultat final. C'est un hôtel. Là, je pense qu'il faudrait que je laisse Hugo Pierre parler, mais moi, personnellement, je tire une très grande fierté parce que les méthodes de construction ont été très créatives. Mais dans le résultat final, je suis en mesure, même si je suis quelqu'un de plutôt rationnel, je suis en mesure d'apprécier le côté créatif, l'originalité et la splendeur de ce résultat final-là aussi. Et
peut-être que Pierre et Hugo veulent en parler davantage. À quel moment, Joey, tu installes les rideaux dans le processus? C'est juste après avoir posé le gyps sur la peau. OK. C'est un beau... Ah, c'est magnifique. Félicitations. Un beau projet. C'était les dernières photos. Excellent. Alors, merci encore pour cet échange-là, votre générosité. Plein de choses, je pense, à retenir. Hein? L'importance de se permettre d'innover, de rêver, l'importance de la coordination, ce qu'a permis le BIM à travers ce projet-là d'avoir un niveau de grande précision. L'histoire sur les boulons, prévu de renverser les boulons, que vous l'ayez prévu d'avance, je trouve que c'est un exemple du niveau de précision incroyable qui a été atteint. Je retiens aussi peut-être la pression sur la chaîne d'approvisionnement et l'importance de l'industrie de faire certaines transformations, d'aller chercher des éléments du domaine manufacturier pour pour pouvoir vous appuyer dans ça. Alors, en conclusion, et avant de passer à la salle VIP, l'investissement en productivité et en innovation créera de la richesse, une richesse liée à plus de compétitivité des produits et de meilleure qualité, une productivité augmentée, une intelligence d'affaires accrue ou encore des compétences renforcées. En réduisant les importations et en maximisant les exportations, nous créerons de la richesse. Évidemment, Investissement Québec demeure d'ailleurs une excellente porte d'entrée pour toute entreprise à la recherche de leviers financiers pour atteindre ses ambitions d'innovation. Alors, avant de terminer, je nous souhaite que tous ensemble, nous puissions continuer à nous dépasser et à faire des entreprises du secteur de la construction d'ici et de notre région des lieux favorisant le rayonnement, l'innovation, la compétitivité et le développement. Alors, voici ce qui met malheureusement fin à 6 conférences, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Alors, au nom de Québec International, de ses partenaires et de mes collègues experts de Raymond Chabot, nous vous disons à tous merci. Alors, encore aujourd'hui, j'invite les participants qui se sont prévalus de l'option VIP à demeurer en ligne.